Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'édition spéciale de ce soir. Tout de suite, les titres. La série noire continue sur la nationale numéro 1. Hier, 15 personnes auraient perdu la vie, 10 autres manquent toujours à l'appel. Le drame s'est produit au pont Ngongo à 2 km de Kwilungongo. Aujourd'hui, un nouvel accident a tué 14 personnes sur la route Cassis et à Songololo. Le gouverneur est arrivé à ces deux lieux de sinistre. Changement à la tête du commandement des opérations militaires au Nord Kivu. Le nouveau patron, c'est le général Yav Irung Filemon. Ce dernier a officiellement pris ses fonctions. Nous sommes attaqués par des nations, a-t-il déclaré avant de lancer un message aux militaires. Procès des kidnappeurs des enfants à Kinshasa. Les présumés auteurs passent aux aveux et refusent de dénoncer le réseau. L'audience se tient à la prison centrale de Makala. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce soir qui vous est proposée à 1 heure de retard. La raison est toute simple. Vous avez suivi en direct sur votre télévision le match qui vous a été proposé dans le cadre de la CAN féminine Maroc 2022 et on connaît la première nation à se qualifier pour les demi-finales. Il s'agit de la Zambie. Nouvelle évaluation du programme des 100 jours du chef de l'État selon le comité de pilotage du Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Ce programme a été exécuté à près de 73%. C'est ce qui reste qu'a présidé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme de 100 jours du chef de l'État a été réalisé à 73% de réussite, tel que l'indique l'évaluation du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, un organe de la présidence de la République. C'était au cours de la réunion tenue ce mardi 12 juillet à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du CPVS. La méthodologie des travaux du CPVS et le recentrage sur les priorités à faire, telles sont les questions passées en discussion et adoptées au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les membres du comité de pilotage de cette structure dont le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre du Budget, de Finances et du Plan, ainsi que les directeurs des cabinets du chef de l'État. 4 points méthodologiques de la coordination du CPVS ont été validés par le membre du comité de pilotage, à savoir le recentrage des priorités, renforcer l'interaction entre les CPVS, la présidence de la République et le gouvernement, résoudre le problème de réforme et mettre en place une stratégie de communication. Au cours de cette même réunion, il a été validé les nouveaux membres du comité de pilotage et la nouvelle orientation stratégique du CPVS. Après plus d'1 heure d'échange avec le garant de la nation, le coordonnateur du CPVS, François Mwamba Tshimbi, s'est exprimé en ces termes. Tous les 3 mois, nous avons vocation à nous retrouver autour du président de la République pour faire le point, et c'est ce que nous venons de faire. Et ça a permis effectivement de constater que parfois, le problème que nous avons en tant que service de l'État, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas restituées de la manière qui convient à la population, qui a l'impression que rien ne se fait. Nous avons passé une partie de cette réunion à montrer qu'est-ce que le CPVS a accompli, mais nous sommes conscients qu'on peut faire mieux et nous avons organisé entre-temps un atelier qui nous a permis effectivement d'identifier les points sur lesquels cette amélioration était possible et c'est donc le fruit de ce travail-là que nous avons présenté au comité de pilotage pour sa validation et ça a été validé, donc nous repartons regaillardis. Composé de près de 20 membres, le comité de pilotage du CPVS est la première structure parmi tant d'autres au sein de cette organisation. Il a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais qui se résume par le programme du gouvernement et aussi veiller à son exécution. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 4 août 2020.
Pour plus d'efficacité dans la conduite des opérations militaires au Nord Kivu, le commandant suprême des FARDC a restructuré le commandement. Désormais, c'est le général Yav qui prend la tête des opérations. Il a donné les couleurs sur le nouvel état d'esprit à tous les hommes sur le terrain. Faisant suite à la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, exprimée par le chef d'état-major général des FARDC dans son télégramme numéro 01-307-commandement-2022 du 6 juillet 2022 portant réaménagement du commandement dans la province du Nord Kivu, une remise et reprise du commandement des opérations dans cette province a eu lieu entre les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Ndima Konga, commandant des opérations sortant, et le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Yav Irung Filemon, commandant des opérations entrant, c'est 12 juillet 2022 à Goma. Pour le commandant des opérations sortant, ces changements dans la conduite des opérations s'inscrivent dans le cadre de la continuité des opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo et puis que cette partie de la province est agressée par le Rwanda. Notre hiérarchie attend de nous. Devant cette petite restructuration, je crois que c'est toujours dans ce sens que la haute hiérarchie tient à ce que les opérations soient plus efficaces sur le terrain pour que nous doutons dehors de notre territoire l'ennemi qui nous agresse. De son côté, le lieutenant-général Yav Irung Filemon, commandant des opérations entrant, recommande à tous les hommes en uniforme d'avoir une attitude responsable dans cette période d'agression de notre pays. Ça a pris d'autres proportions, ce n'est plus le 23, ce sont des nations qui nous attaquent. À cet effet, je vous demanderai tous les officiers, tous les militaires qui sont dans ce secteur aussi des services. Ce n'est qu'une demande. En fait. Pour le militaire, c'est peut-être un ordre. Pour le service, ce n'est qu'une demande. Tous les militaires dans ce secteur, désormais, il faut se comporter dans un secteur qui est en guerre. Donc tout le monde doit se comporter en tant que tel. Il s'y est de noter que cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs officiers généraux et supérieurs, notamment les commandants 34e Légion militaire et les commandants 33e groupement naval. Reddition du chef de la milice FPIC en Ituri, Songambele, c'est son nom, a quitté la brousse. Il adhère au processus de paix. C'est la suite à l'acte signé pour la cessation des hostilités. C'était il y a quelques semaines. Souriant et calme, Songambele Malali, chef de la milice FPIC, dite Chinia Kildima, favorable au processus de paix en Ituri, a pour la première fois accepté de quitter son quartier général pour échanger avec l'administration militaire par le biais du numéro 1 du territoire du Roumu. Une rencontre qui s'est tenue en présence de certains notables Bira le mardi 12 juillet à Irumu Centre, preuve de la détermination du numéro 1 de ce groupe armé à respecter l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités signé il y a quelques semaines. Ces derniers jours, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chomadjoni, l'administrateur militaire du Roumu, le colonel Siro Simba Jean, a multiplié les rencontres avec la coordination de la milice FPIC pour notamment conscientiser ces miliciens sur la nécessité de continuer d'éviter certains dérapages afin de mener à bien ce processus de paix. Massacre de 13 personnes à Béni. Qui est derrière ce carnage? Des accusations vont dans tous les sens. Le caucus des élus du Grand Nord dénonce ce crime et appelle à des sanctions exemplaires. Ces représentants du peuple ont été reçus par le ministre de la Défense nationale, Jojo Ndibou, Thierry Nzazi. Tant que le massacre se produira dans l'est de la RDC, la population ne vivra jamais en paix. Voilà qui justifie cette énième rencontre du caucus des députés du Grand Nord Kivu, conduit par leur président, l'honorable Baliesima Kadukima Albert, reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga sur les récents massacres ayant causé la mort de 13 personnes au centre de santé de référence de Loumé, où même de véhicules et des maisons ont été incendiés sur l'axe routier Béni Kassindi, en territoire des Béni,
Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Il y a une confusion sur l'identité de l'auteur de ce massacre. La population pointe du doigt certains commandants des FARDC. Il y a aussi les FARDC qui pointent du doigt les Maïmaï, les Maïmaï Ira et les chefs locaux, certains des chefs locaux pensent que c'est l'ADF qui a massacré, qui a tué la population à Lomé. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabonda, a saisi cette opportunité pour solliciter auprès des élus du Grand Nord d'amorcer une campagne de sensibilisation au sein de toute la communauté en termes d'élection morale et d'appel contre l'immoralité. Un lobbying des femmes leaders de la région des Grands Lacs pour la participation de leurs congénères au processus de paix. Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, est à Kinshasa. Elle a échangé avec le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Robert Ndaïchi-Sensé. C'est une forte délégation des femmes leaders de la région de Grand Lac conduite par Catherine Samba Panza, ancienne chef de l'État de transition de la République centrafricaine et coprésidente de Femmes Wise Africa, qui a échangé avec les coordonnateurs du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et aux représentants du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Dibalanki et Colomba. Ces femmes leaders de la région de Grand Lac plaident pour une plus grande participation au processus démocratique et de développement socio-économique dans la région de Grand Lac. Compte tenu du contexte que vous connaissez de la RDC, contexte sécuritaire, contexte politique, il était nécessaire que nous nous rapprochions du mécanisme national de suivi qui a en charge quand même le fonctionnement pour voir ensemble comment les femmes peuvent être impliquées dans les processus politiques de dialogue et sécuritaire en cours en RDC. Tout en souhaitant la bienvenue à Catherine Samba et toute la délégation, Claude Dibalanki a rassuré ses hôtes que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très engagé. Le MNS est sur les traces du président de la République. Catherine Samba Panza a souligné la nécessité d'impliquer les femmes dans les différents processus afin de trouver des solutions durables aux efforts consentis par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le mécanisme nous a mis à disposition un certain nombre d'informations importantes, nécessaires pour la compréhension de la suite de la mission. Le mécanisme de suivi nous a également prodigué des conseils pour nous permettre de continuer notre mission avec une implication plus importante auprès des autres membres de la région. Elle se félicite des informations nécessaires pour la poursuite de leur mission en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Liaou appelle la population de la Tchopo à l'unité et à s'aligner derrière le chef de l'État en ce moment où le pays est agressé au Nord Kivu. Le vice-premier ministre de la fonction publique est arrivé aujourd'hui à Kisangani dans le cadre de la sensibilisation sur l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Nadine Kilosho, Moke Maluma, Cédric Keninambo. Pour sa première visite officielle dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a eu droit à un bain de foule au Boyomès, de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste. Le vice-premier ministre de la fonction publique est accueilli avec ferveur par la population de Kisangani. Face à l'agression dont fait face la République démocratique du Congo dans sa partie Est, l'unité de tout le peuple congolais derrière le chef de l'État s'impose comme impératif, a martelé Jean-Pierre Liaou à la place de la Poste. En guerre contre les disparités et dysfonctionnements, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la matérialisation de la réforme visant le rajeunissement et la mise à la retraite digne. Jean-Pierre Liaou a promis d'être le porte-parole des Boyomé pour la mise en exécution du projet de développement. En route vers la COP27, les préparatifs vont bon train. C'est dans ce cadre que la vice-première ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a réuni différents acteurs.
Dans le cadre de travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la VPM de l'environnement et développement durable, Eve Bazaï Bamassoudi a échangé avec le diplomate et ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, membre du groupe de changement climatique. Question de faire le point sur le préparatif pour la réussite de ces forums. La RDC a obtenu la confiance des autres États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour être, ensemble avec la République arabe d'Égypte, le pays co-organisateur, ou alors un peu mieux le pays qui abrite les travaux préparatoires de ces importantes assises. La consolidation de leadership environnemental et climatique de la RDC demeure le cheval de bataille pour la protection de l'environnement. L'Italie réitère son engagement à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit au président de la centrale électorale, Denis Kadima. L'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Pendrangali, avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mercredi 13 juillet 2022 au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Les deux personnalités ont échangé longuement sur l'appui et le soutien de l'Italie au processus électoral. C'était tout à fait en visite de courtoisie avec le président de la CENI parce que je viens d'arriver à CNRDC. Et donc, je voulais donner notre appui et notre confort au processus électoral qui va s'entamer ici en RDC. Et donc, nous soutenons bien sûr le processus électoral en RDC et l'indépendance de la commission électorale, la transparence et la redevabilité des élections. Le climat s'annonce déjà électrique dans la préparation des échéances électorales de 2023. Et puis ces chiffres de 2010 à 2020, plus de 80% du budget de l'État était détourné par des prédateurs financiers. Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, l'a dit au cours d'une conférence tenue à l'université de Kinshasa. Une véritable guerre pédagogique pour couper le mal à la racine. Face à ces étudiants de l'université de Kinshasa venus nombreux, au cours de cet échange citoyen spécial, l'inspection générale de finances et la société civile sensibilisent sur le méfait de la corruption pour le développement d'un pays. De 2010 à 2020, la RDC a connu un moment historique en matière de la corruption et des deniers publics. C'est en ces termes tranchants que s'est exprimé l'inspecteur général de finances et chef des services Jules Alinguete lors de son intervention qui faisait un état des lieux sur la corruption en RDC. Au cours de cette même période, 80% du budget de l'État était détourné par les prédateurs financiers. Le pays perdait chaque année plus d'1 milliard de dollars par an suite à des exonérations illégales et tous les marchés publics étaient émaillés soit des surfacturations, soit des détournements. Des pratiques qui tendent vers leur fin depuis l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi grâce à des stratégies mises en place par l'IGF. Avant de finir son allocution, Jules Alinguete a appelé ses interlocuteurs à cultiver les bonnes valeurs pour combattre la corruption. Cette élite va certainement amener à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer et retrouver sa place dans les concerts des nations. Moment propice pour ces étudiants de l'UNIKIN de remettre au président de la République, par les truchements de Jules Alinguete, les trophées de meilleurs artisans de la bonne gouvernance et défense de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics en République démocratique du Congo. Affaire Afriland devant la justice, l'audience a été renvoyée au 3 août prochain. Les raisons dans ce reportage signé Cédric Keninambo. C'est la toute première audience devant les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Dans une requête en annulation de la décision du gouverneur de la Banque centrale du Congo portant mise en demeure de Afriland First Bank sous gestion d'un comité d'administration provisoire, requête déposée devant les TGI, les conseils de la holding bancaire, actionnaire des références d'Afriland First Bank, demandent l'annulation pure et simple de la démarche de la BCC. Très brève, cette audience s'est terminée
par un renvoi au 3 août pour l'ouverture des plaidoiries. Les avocats de la défense n'ont pas soulevé d'exception et moins encore n'ont pas contesté la compétence du tribunal. Cette nouvelle bataille judiciaire s'ajoute à la longue liste de procès qui impliquent cette banque depuis les débuts de l'année. Restons dans cette affaire de justice pour parler de ce procès des kidnappeurs à Kinshasa. Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne. Et pourtant, des dames l'ont enlevé et vendu à 5 000 $. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Impuissant visiblement, aucune possibilité de coercition. La torture étant illégale, le tribunal les condamnera certes, mais l'enfant risque de ne jamais être retrouvé et beaucoup d'autres courent le même risque, le réseau étant solidement installé avec des membres capables d'un pareil endurcissement de cœur. La Lisadelle, qui s'est jointe à la partie civile, pense qu'une peine capitale pourrait bien être prononcée contre ces criminels. Ils acceptent avoir pris l'enfant, volé, kidnappé l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont vendu. Quelle serait la conséquence? Ils seront condamnés. C'est une association de malfaiteurs qui seront condamnés pour une peine capitale. C'est-à-dire qu'ils passeront toute leur vie en prison. Et je ne suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'était avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Brutalement, les dossiers ont été demandés en communication à la fois au parquet général et au parquet le TJ. Et toutes ces demandes, nous ne croyons pas que c'était les démarches qui visaient effectivement à obtenir l'enfant. C'est en pareille circonstance que se pose la question de la nécessité ou non d'embrasser certaines considérations venues d'ailleurs, comme l'abolitionnisme et le non-recours à la torture. Le petit gamin est depuis 7 mois entre les mains inconnues et les bourreaux, avec ostentation, refusent de le sortir de ses supplices. Tristesse au Congo central, 2 graves accidents de route ont eu lieu sur la nationale numéro 1. Hier, 14 morts à quelques kilomètres de Kwelungongo. Un véhicule a fini sa course dans la rivière. Et aujourd'hui, un autre drame s'est produit à Songololo. Bilan 14 morts et des blessés reconfortés par le gouverneur Guy Bandou qui est arrivé sur les lieux de ces 2 sinistres pour organiser le secours et prendre en charge les blessés. Nous y reviendrons demain avec force et détails. Puisqu'on parle de la province du Congo central, cette province sollicite plutôt un accompagnement du média public pour ses activités. C'est dans ce cadre qu'un échange a eu lieu avec le vice-gouverneur et le directeur provincial de la RTNC Congo central. Jérôme Gabriel Luke-Kabilmia, directeur provincial RTNC, chaîne officielle station provinciale du Congo central, s'est entretenu avec le vice-gouverneur de province, Grace Nkwanga Bilolo, mercredi 6 juillet 2022, dans son bureau de travail au gouvernorat de province. Au menu, message de félicitations audio, Dr Guy Bandou Ndungidi et Grace Nkwanga Bilolo pour la brillante élection à la tête des études provinciales. Étant l'un des collaborateurs immédiats de l'autorité provinciale en matière de l'audiovisuel public, je devais venir féliciter le vice-gouverneur et ensuite lui donner un certain nombre d'informations sur l'établissement public, la RTNC, que je dirige dans la province du Congo central. Cette première rencontre avec les vice-gouverneurs de province prouve à suffisance que la RTNC Média Public, qui a toujours été au service de l'État, réitère son engagement d'accompagner le nouveau dirigeant de la province. Le gouverneur n'a rien à solliciter. Nous devons faire notre devoir. Ce devoir se résume en ceci: accompagner le gouverneur sur le plan politique, culturel, dans son mandat. Nous devons faire la visibilité des actions du gouverneur et du gouvernement provincial et d'autres institutions provinciales. Nous devons défendre les intérêts que défend le gouverneur. La RTNC Congo central ne manque pas de ressources humaines pour le faire. Notons qu'au cours de ce tête-à-tête, les 2 personnalités ont également parlé des difficultés auxquelles est confronté les médias publics dans son fonctionnement.
Comment organiser le secteur de l'exploitation artisanale minier? Des résolutions ont été adoptées au cours d'un atelier organisé au site touristique de Zongo, c'est dans la province du Congo central. Travaux présidés par la ministre des Mines, Antoinette Samba. L'artisanat minier, motivé par la recherche de la survie aussi bien des orpailleurs que des creuseurs, contribue à 80% dans l'exploitation illicite des minéraux en République démocratique du Congo, ce qui constitue un réel manque à gagner pour la République. Faire en sorte que ce secteur devienne l'un des moteurs de croissance par sa bonne gouvernance est un défi, ce qui a motivé l'atelier des 3 jours sur la problématique de l'artisanat minier, tenu du 9 au 11 juillet au site touristique Zongo au Congo central, présidé par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Aujourd'hui, le mal qui gangrène l'artisanat minier ne fait que s'empirer. Les titulaires des droits miniers aujourd'hui se plaignent de l'envahissement des exploitants artisanaux. Nous-mêmes, nous sommes en train de pleurer pour les dégâts environnementaux énormes que l'artisanat minier nous laisse. L'envahissement des périmètres artisanaux par des sujets étrangers et la présence des engins lourds. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici, de réfléchir, de trouver des voies et moyens pour rendre l'artisanat minier normal. Pour sa part, le DG de la CSC, Freddy Mwamba, confirme l'accompagnement de sa structure aux exploitants artisanaux. Notre apport est de mettre en place ces différentes machines, ce qu'on appelle les laboratoires, pour accompagner les dosages et la détermination des ténèbres. Les résolutions issues de ces assises seront soumises au Conseil des ministres pour approbation. Kinshasa Zéro Trou, ce projet qui concerne quelques kilomètres des routes dans la capitale, évolue bien. Constat fait par le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, Eurydice Kitoutoumodiri. Bonne évolution des travaux de la voirie urbaine de Kinshasa dans le cadre du projet Kin Zéro Trou. Constat fait par Alexis Guissaro Mouvouni après avoir palpé les réalités sur terrain. Accompagnés du directeur général de l'OVD et celui du bureau technique de contrôle, ils ont parcouru 3 districts de la capitale congolaise. À la Tchangou, pour commencer, l'entrée Njili est achevée sur 3 km. Plus loin, sur le boulevard Kinkole, les travaux sont en cours après la prise en charge d'une érosion qui dérangeait la route en pleine réhabilitation. Et sur l'avenue Bossango, la problématique du ruissellement des eaux a été résolue après la construction des ouvrages d'assainissement. À Moamba, c'est un tableau satisfaisant avec le Dalo en construction. L'avenue Mulumbakachi dans la commune de Lemba est revêtue de sa jolie robe. Point de chute de ce périple, la Funa précisément sur l'avenue Victoire où les travaux évoluent bien. Nous sommes dans la phase terminale parce que c'est l'asphaltage maintenant qu'ils sont en train d'effectuer. Il faut signaler que sur cette avenue Victoire, nous avons fait 2 types de travaux. Sur certaines parties, nous avons travaillé en termes de chaussée rigide, donc en bétonnant la chaussée. Mais ici, nous sommes en train de le faire en asphalte. Le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro Mouvouni, invite les Kinois au civisme, surtout pour les ouvrages d'assainissement. Comment fonctionne l'Assemblée nationale? Comment se passe ce devoir de redevabilité et de transparence dans la gestion des affaires publiques? L'Union des Congolais pour le changement, cette structure a procédé à un monitoring. Les députés d'aujourd'hui, comme les députés de tous les temps, sont toujours sous les projecteurs de la jeunesse, mieux de l'ensemble de la population congolaise. La redevabilité et la transparence sont parmi les principes sacro-saints dans la gestion des affaires publiques. L'Union de la jeunesse congolaise pour les changements UJCC a initié un travail de monitoring des activités parlementaires, spécialement à l'Assemblée nationale pour la session de mars 2022. C'est pour permettre à la jeunesse congolaise de comprendre le fonctionnement de cette institution républicaine et y apporter un vent nouveau de changement au niveau des instances de prise de décision. Dans le cadre du projet Tofaoulou Pamojam, pour dire « Réussissons ensemble les jeunes du Forum national de la jeunesse pour l'excellence FNJE et les amis du lycée technique scientifique ALTSL, structure membre de l'Union de jeunes Congolais pour les changements, plateforme de la société civile faisant partie
du Conseil national de la jeunesse se sont retrouvés pour évaluer les travaux de monitoring réalisés à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le contrôle citoyen. Le contrôle parlementaire, c'est l'une de nos organisations que nous avons mis sur pied pour pouvoir suivre le fonctionnement du Parlement et donner un rapport. Ce rapport sera utilisé par ceux qui ont des ambitions pour qu'ils puissent comprendre. Lorsque vous comparez cette plénière de mars à d'autres plénières, cette fois-ci, le président s'est comporté quand même assez normal. Il était ouvert avec tout le monde. L'avantage, c'est tout d'abord rencontrer les jeunes, rencontrer la population, rencontrer les femmes. Plus on rencontre les gens, plus on apprend beaucoup et plus on s'améliore. L'UJCC, l'Union des jeunes congolais pour les changements, a réservé une note positive à l'Assemblée nationale dans le partage des paroles aux députés pour les interventions lors des débats des plénières. Et c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Retrouvez à 23h José Baïtouambo. Demain 20h, Sandra Nyangui. Restez avec nous, le programme continue.